Bien, bonjour, bienvenue sur ce webinaire qu'on co-organise aujourd'hui avec Nomination. Je suis Guillaume Trelux, l'associé d'Alexis Dugard, ici présent, qui se trouve avec un beau papier peint vintage. J'ai co-créé Business First avec lui il y a près de 3 ans et serai du coup aujourd'hui en backup pour passer le flambeau à Alexis et Benoît. Et plus important, prendre vos questions au fil de l'eau. Vous avez un chat sur la droite de votre écran pour les poser. Je tâcherai de les prendre en considération et d'interrompre si besoin Alexis et Benoît pour leur poser. Très important, vous avez la possibilité de voter sur l'intérêt que vous aurez sur ces questions pour que je puisse les prioriser. Alors, la thématique qu'on va aborder aujourd'hui est une thématique qui nous tenait à cœur. C'est comment décrocher 3 fois plus de rendez-vous grâce à l'account-based marketing, qui est un sujet, un concept très souvent porté par le marketing, mais on va le voir aujourd'hui, c'est un sujet qui est porté par le marketing et par le sales, pour du coup créer un alignement entre les deux équipes, ce qui fait du coup la force de la stratégie B2B. Donc sans plus attendre, je vais peut-être passer la parole à Benoît et Alexis pour que vous puissiez vous présenter et qu'on rentre dans le vif du sujet tous ensemble. Alors, merci Guillaume. En 2 mots, donc, je m'appelle Benoît, je travaille chez Nomination et nous, notre métier, c'est produire de l'information intelligente sur les entreprises et sur les gens qui y travaillent. L'idée, c'est d'aider nos clients à identifier les bonnes cibles et les engager de manière la plus efficace possible. Et je suis très content d'avoir eu l'opportunité de faire ce petit webinaire avec Alexis, notamment, qui a œuvré dans la préparation. Merci beaucoup, Alexis. Très heureux d'être là, effectivement, avec Nomination, qui est un outil que je connais et que je valorise régulièrement auprès de mon réseau. Business First, en 2 mots. Business First, c'est un réseau d'affaires, donc ce qu'on pourrait aussi appeler un club, qui s'adresse en fait à une population sales, et donc une population sales qui vient du même écosystème. Et donc, dans l'esprit du même écosystème, on a effectivement l'idée de s'adresser aux mêmes cibles, aux mêmes interlocuteurs. Et quand on rassemble tous ces gens-là autour d'un même cercle de discussion, eh bien, il se trouve qu'on a beaucoup de choses à se raconter et c'est ce qu'on va appeler de la business intelligence. Et donc, cette business intelligence, le but, c'est de la mettre au service du business tout court et donc pouvoir prendre des rendez-vous en contextualisant au maximum son approche. Donc, c'est le but de l'ABM. Donc, ça tombait bien. On avait envie d'en discuter. Et donc, quand on va réussir à coupler les informations terrain à ce que peut offrir un outil comme Nomination, généralement, ça permet de décrocher, si ce n'est 3 fois plus de rendez-vous, au moins 2 fois. Donc, en tout cas, prêt pour ce webinaire et Guillaume, je te laisse en tout cas lancer. Et ce sera Benoît qui démarrera en tout cas avec les questions. Parfait. Écoute, alors j'ai la main pour passer la slide. Alors juste en introduction et pour présenter le programme, parce qu'Alexis et Benoît, donc, du coup, ont travaillé dessus. Ils ont du coup découpé ce webinaire en 4 parties pour vous montrer comment mettre en place cette approche ABM et du coup prospecter au mieux votre cœur de cible. Donc, sans forcément lire la slide, je propose du coup à Benoît d'introduire le sujet avec un quiz qui a été concocté du coup pour, vous allez voir, comprendre et matérialiser ce concept. Alors, normalement, on est entre genre de bonne compagnie, des super pros, super forts en B2B, et donc ces questions vont vous paraître extrêmement simples, normalement. Alors, à votre avis, première question hyper simple, combien y a-t-il, à votre sens, d'entreprises en France? Vous avez un petit onglet normalement qui doit s'afficher de sondage, ce qui va vous permettre d'y répondre. L'idée, c'est de vraiment y aller assez rapide. Donc, à votre avis, en France, 1,2 million d'entreprises, 3,7 millions, 5,7 millions ou 7,5 millions? Alors, 3 millions, allez-y, allez-y. Hop. Alors, pas mal de gens qui ont visiblement potassé. En France, effectivement, aujourd'hui, il y a 3,7 millions d'entreprises. Alors, quand on dit 3,7 millions d'entreprises, c'est pas nous qui le disons, évidemment, c'est l'INSEE.
Et qu'est-ce que compte l'INSEE? En fait, il compte tous les regroupements d'entités juridiques qui ont une activité économique. Donc, ça veut dire que, par exemple, un auto-entrepreneur qui a jamais facturé 1 euro de chiffre d'affaires ne rentre pas dans les 3,7 millions. Par contre, les artisans et les commerçants le font. Juste pour illustrer vraiment notre point de vue sur le côté importance de concentrer ses efforts, je vous propose un mini-jeu, mais vraiment hyper rapide. On va essayer de répartir ces 3,7 millions d'entreprises en 5 segments. C'est des segments très classiques, hein, de la très petite entreprise de moins de 10 salariés à la grande entreprise de plus de 5 000. Alors, deux petites astuces. Hein. C'est pas parce qu'il y a 5 cases qu'il faut diviser 3,7 millions par 5. Et deuxième astuce, vous voyez la forme de la pyramide, ça veut dire que globalement, il y en a un peu plus en bas qu'en haut. Donc, à votre avis, combien y a-t-il de grandes entreprises en France? Donc, une grande entreprise, c'est une boîte de plus de 5 000 salariés. N'hésitez pas à répondre dans l'onglet sondage. Ça permet de voir les pourcentages en live qui s'ajoutent. Donc, à votre avis, des grandes entreprises en France? Alors, globalement, vous partez plutôt sur 2500, 5000. Allez, encore 8 secondes pour les retardataires. Lancez-vous, à votre avis, des grosses boîtes en France. Combien il y en a? Alors, je vous ai mis un petit piège. En France, il y a 250 grandes entreprises seulement. On est d'accord, c'est pas beaucoup. Vous allez me dire, c'est pas grave, il nous reste encore 3,7 millions d'entreprises, moins de 150 à répartir. Donc, deuxième question, à votre avis, des ETI, combien il y en a des ETI? Donc, les ETI, 250 à 5000 salariés, on considère beaucoup que c'est, on va dire, le terrain de jeu, le nouveau terrain de jeu principal pour se développer. On retrouve des belles PME, on retrouve des startups qui ont réussi, on retrouve des entreprises un peu plus classiques. À votre avis, donc plutôt 5 000, plutôt 10 000, plutôt 25, plutôt 45? Allez-y, soyez pas timide. Il n'y a pas de mauvaise réponse. En fait, si, il y en a 3 qui sont mauvaises, mais c'est pas grave, on ne prendra pas les noms. Alors, effectivement, une majorité d'entre vous avait raison. En France, il y a 5000 ETI. Donc, 250 grosses boîtes, 5000 ETI. À votre avis, si on enchaîne, combien y a-t-il de moyennes entreprises en France? 50 000, 250 000, 500 000, 1 million. Donc là, on approche les 250. Ah, je vois que je n'ai pas la question, c'est pas grave. On va la faire sans le sondage. Donc, des moyennes entreprises. Donc, c'est, on va dire, le cœur du tissu économique, normalement. Hein. Donc là, à votre avis, combien y en a-t-il? Ça fait qu'il nous en reste encore 3,7 millions à répartir et nous n'avons plus que 3 petites cases. Donc, Margot nous dit 500 000, Thomas plutôt 50. Qui dit mieux? Est-ce que quelqu'un va chercher le million? Eh bien, non. Et vous avez raison de ne pas aller chercher le million parce qu'en France, des moyennes entreprises, donc entre 50 et 250, il n'y en a que 50 000. Allez, dernière petite question et après, promis, j'arrête avec mes quiz un peu. J'arrête avec mes quiz. À votre avis, des petites entreprises, donc entre 10 et 49 salariés, sachant que, une fois de plus, il nous reste encore quasiment 3,7 millions d'entreprises. À votre avis, des petites entreprises, 150 000 petites entreprises, 550 000, 1 million, 2 millions. Alors, Margot remet une petite pièce sur la réponse B à 500 000. Vous hésitez globalement entre 500 000 et 1 million. Vous êtes presque là, puisque en France, aujourd'hui, des petites entreprises, il y en a 150 000. Et donc, par conséquent, si on regarde la totalité du tissu économique, on voit que sur les 3,7 millions, il y en a la grande majorité qui sont en fait des toutes petites entreprises de moins de 10 salariés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous prenez 100 boîtes au hasard, ben vous n'en avez que 1,5% de plus de 50 salariés. On voit le côté concentration du tissu économique. Donc ça, c'est une manière de voir quand on raisonne en volume. Et quand on raisonne en valeur, et c'est là où ça devient vraiment intéressant, toute l'approche d'ABM, ou si vous ne voulez pas l'appeler ABM, mais compte stratégique ou compte prioritaire, est intéressante, c'est que si on ne raisonne pas en volume,
C'est-à-dire, quand je raisonne en volume, je dis que Carrefour, tout en haut de la pyramide, compte 1, la boulangerie de votre quartier, tout en bas de la pyramide, compte 1 aussi. Or, quand on fait du business, on voit bien que la capacité d'achat de nos amis de Carrefour est évidemment pas du tout la même. Donc, si on raisonne en valeur, on prend un autre indicateur qui est le chiffre d'affaires. Et ben, c'est 1,5% des entreprises concentrent 80% du chiffre d'affaires de toutes les entreprises présentes en France. Après, pour votre business, vous avez peut-être d'autres KPI, mais si on prend le nombre de salariés, si on prend la taille du bilan, si on prend les investissements, vous pouvez prendre n'importe quel indicateur business, vous allez toujours retrouver à peu près cette proportion, alors qui peut varier entre 70 et 85, mais vraiment, ayez en tête ce schéma qui est hyper important quand on veut déterminer son terrain de jeu. En France, certes, il y a beaucoup d'entreprises, 3,7 millions, mais si on raisonne sur des entreprises qui ont du potentiel un peu significatif, on recentre vraiment à très peu d'entreprises avec 1,5% seulement. Et normalement, une fois que vous avez ça en tête, vous voyez tout l'intérêt à concentrer vos efforts, non pas avec une approche massive, Alexis, mais plutôt avec une approche focus, une approche un peu plus précise. Tout à fait. L'idée, du coup, maintenant, c'est de passer à la phase de sourcing et donc rentrer dans le vif du sujet sur cette belle intro. Merci, Benoît. Pour la partie sourcing, en fait, on va se rendre compte que assez rapidement, l'ABM se détache complètement de la stratégie inbound marketing. Pourquoi? Parce que l'inbound marketing, le principe, vous le connaissez si vous êtes marketeur ou si vous êtes sales ici présent, le but, c'est d'aller trouver des messages qui peuvent s'adresser au plus grand nombre dans le but, dans ce grand nombre, de faire descendre dans l'entonnoir un maximum de personnes. L'ABM, c'est tout l'inverse. On s'en rend bien compte, la pyramide repart dans l'autre sens. On part cette fois-ci de comptes qu'on a nous-mêmes choisis. On parlera tout à l'heure, un petit peu plus tard, d'ICP, Ideal Customer Profile. Je décrirai ce que c'est et je vous en dirai un peu plus. Et donc, on va se rendre compte que l'idée de l'ABM, c'est justement de décider de qui est-ce qu'on va adresser et donc de la manière dont on va devoir les adresser. Et donc, ça inverse complètement le cheminement de réflexion et ça va demander, on le verra un petit peu plus tard aussi, une vraie collaboration au sein des équipes marketing et au sein des équipes sales. Donc, l'idée ici, c'est effectivement, lorsque vous démarrez une stratégie d'account-based marketing, de bien identifier les secteurs qui vont être clés pour vous. Les secteurs qui vont être clés, ce sont les secteurs qui sont actifs. Pour identifier les secteurs actifs, il y a aussi un intérêt à identifier ceux qui sont inactifs. L'objectif de ça, c'est quoi? C'est tout simplement de pouvoir concentrer et optimiser vos efforts. Pourquoi? Parce que si vous définissez mal votre ICP ou si vous ne tenez pas compte du contexte actuel, par exemple, en 2008, il y a eu une crise économique. Aujourd'hui, on vit une crise sanitaire. Chacune, à leur niveau, ont eu un impact sur le business et sur certains secteurs plus que sur d'autres. Il va falloir effectivement que vous puissiez à la fois mouliner les datas que vous avez à disposition au travers d'études. Il y a énormément d'études qui sortent sur justement l'activité qu'on observe au niveau des secteurs, tant sur la partie retail que sur la partie e-commerce. Pourquoi? Parce qu'il y a des commerces qui sont restés ouverts, d'autres qui ne le sont pas restés. Et donc, vous comprenez bien que dans tout ce chemin de réflexion, il va aussi falloir réajuster son ICP, réajuster son ABM et donc sa liste de comptes tout au long de l'année. Ce qui va être important aussi, c'est de remonter de l'information terrain. L'information terrain, elle va venir de deux champs principaux, de deux endroits principaux. Le premier, c'est les informations qui vont remonter de votre base client. Pourquoi? Et on l'a observé, nous, au niveau de notre club et de nos membres. Beaucoup se sont reconcentrés sur une étude auprès de leurs clients pour aller identifier où est-ce que ça continuait de bouger versus où est-ce que ça s'était complètement arrêté. Et donc, ça, c'est de l'info qui va être très utile pour pouvoir ajuster votre stratégie d'ABM ou la réajuster. Le deuxième niveau d'information qui va être utile au-delà de vos clients, c'est celui qui vient du terrain. Celui qui vient du terrain, c'est vos partenaires, c'est vos amis, c'est toutes les personnes de votre réseau qui vont pouvoir contribuer à vous donner de l'information. Pourquoi? Parce que autant dans le monde professionnel que personnel, on a des gens qui ont un job, qui sont des professionnels dans la vie de tous les jours et qui vont pouvoir vous remonter de l'information que eux vivent au sein de leurs entreprises. Une fois que vous allez avoir identifié cette partie secteur, il va effectivement falloir redescendre sur le cran du dessous qui est quelles entreprises au sein de ce secteur. Pourquoi? Parce que quand on parle d'un ICP, d'un Ideal Customer Profile, il va vous être propre cet ICP. Je m'explique.
Si vous avez une remontée terrain qui vous dit « en ce moment, la pharmacie cartonne », effectivement, on est tous d'accord pour imaginer que ce soit le cas. Néanmoins, votre ICP, il est peut-être plus sur un e-commerçant pure player d'une taille d'un 1001 pharmacie, plus que sur un grand laboratoire qui pourrait s'appeler Pfizer ou un autre. Et donc, elle est là l'information prioritaire à avoir, c'est je dois à la fois identifier les secteurs, temps 1, ensuite, au sein de ces secteurs, identifier les entreprises qui vont correspondre à mes cibles prioritaires. Et donc, dans ces cibles, il va aussi falloir redescendre sur un cran qui est est-ce que sur ceux qui sont mes cibles, il y a une forte activité en ce moment et donc une continuité dans la phase d'achat de prestations. Comment vous allez pouvoir faire ça? Vous allez pouvoir le faire via une veille sur le web, donc au travers de Google, Google est mon ami, bien sûr, au travers de la presse spécialisée, au travers du social listening, donc la possibilité d'aller sur les réseaux sociaux faire de l'écoute, votre réseau personnel, j'en ai parlé, et puis vous allez aussi pouvoir le faire via des bases de données qui sont qualifiées. Et donc, plusieurs fois dans ce webinaire, je ferai des petites passes à nomination, évidemment, c'est le but, mais c'est le but parce que c'est une réalité. La base de données va aussi vous permettre d'aller très vite vérifier qu'un certain nombre de sociétés sont dans votre ICP, qui correspond aussi bien souvent à un certain nombre de critères. Je te laisse, Benoît, enchaîner sur la partie des cibles, notamment. Oui. Donc, Alexis vous a présenté le cadre un peu global. Et moi, ce que je voulais, c'était partager avec vous 3-4 tactiques très opérationnelles pour mettre des noms de boîtes, des noms de prospects derrière vos cibles prioritaires. La première, mais c'est quelque chose qu'on devrait tous faire systématiquement et qu'on a tendance à oublier, c'est évidemment regarder les clients qu'on vient de signer. Si vous avez réussi à convaincre dans les 3 derniers mois un client de s'engager avec vous, c'est que globalement, ces préoccupations rencontrent votre proposition de valeur. Avec en plus un peu de talent commercial, on est d'accord. Mais sur le fond, aujourd'hui, le côté, les entreprises, il faut être conscient, n'investissent plus que dans ce qui est nécessaire, essentiel. Donc, si vous signez un client, c'est que ces préoccupations rencontrent votre proposition de valeur. C'est une excellente nouvelle. Pourquoi? Parce que, sauf très, très, très rare cas, votre client a forcément des concurrents. Et c'est là où vous allez devoir avoir une tactique assez agile qui consiste simplement à obliger votre sales systématiquement, après chaque signature, à aller identifier les 3, 4, 5, 10 concurrents directs de votre nouveau client. Parce que vous savez que vous maximisez vos chances d'avoir les bonnes réponses à apporter à cette entreprise. Nous, par exemple, il y a quelques années de ça, on signe un peu par hasard une boîte qui s'occupe de crèches d'entreprise. C'était un secteur qui n'était pas du tout dans nos radars, un petit secteur de niche. En plus, à l'époque, on n'avait pas forcément beaucoup de jeunes parents dans l'équipe, donc c'était vraiment en dehors des radars. On en signe un, on se dit, tiens, c'est marrant, on ne connaissait pas, on regarde un peu, on se rend compte qu'il y a 10 acteurs clés qui travaillent sur ce secteur. Démarche proactive avec notre petit business case, avec leurs concurrents directs. Vous savez quoi, quand vous sollicitez un directeur marketing en lui expliquant comment son concurrent direct fait pour performer, promis, le rendez-vous, il est assez facile à les récupérer. Et si vous utilisez les bons arguments, résultat des courses, 6 mois plus tard, sur les 10, 8 étaient clients de nomination. Donc vraiment, premier élément, cherchez des prospects qui ressemblent à vos clients. Et aujourd'hui, votre meilleur client, c'est celui qui vient de signer. Deuxième élément, les entreprises émettent énormément de signaux. Essayez de mettre en place des sources d'informations, une veille business autour de ces sources. Par exemple, là, prenons deux trucs très, très opérationnels. Est-ce que vous savez que la semaine dernière, il y a 12 startups B2B qui ont fait des levées de fonds? Si votre proposition de valeur a à voir avec la croissance, la structuration ou l'hypercroissance de startups B2B, je suis prêt à parier que ces 12 boîtes-là sont des boîtes hyper importantes pour vous à un instant T. Autre exemple, si vous êtes plutôt dans l'IT, toujours la semaine dernière, dans la base nomination, on a juste recensé 57 appels d'offres IT dans des grosses boîtes. Bon, évidemment, peut-être que d'habitude, les appels d'offres ne sont pas les sujets clés pour vous, sauf qu'aujourd'hui, un appel d'offres, c'est le signe que
des boîtes sont encore prêtes à engager du budget. Ouais, Donc, vraiment les signaux sur les boîtes. Troisième élément, c'est l'essaimage. On a tous entendu au moins une fois un de nos camarades sales nous expliquer que il avait gardé le contact avec un de ses anciens clients qui a changé de boîte et tiens, comme par hasard, les sales étant ce qu'ils sont, enfin les gens étant ce qu'ils sont, ils ont tendance, et le marché du travail étant ce qu'il est, on a tendance à se recycler dans des boîtes qui sont dans des écosystèmes proches de sa boîte d'origine. Par conséquent, si vous avez un client qui change de boîte, en fait, en vrai, vous venez d'acquérir un super champion chez un prospect. Et c'est pas anecdotique, hein, juste un chiffre à avoir en tête. Hein. En France, le turnover moyen des cadres, c'est de l'ordre de 22%. Donc chaque année, un cadre sur 5 change de job, moitié en interne, moitié en externe. Mais que ce soit des mobilités au sein de groupe ou que ce soit des essaimages dans d'autres boîtes, ayez conscience que votre capital relationnel est une clé hyper importante. Suivez vos anciens clients. Ici, on le met en perspective, Benoît veut quand même bien dire qu'un client sur 5 pourrait de nouveau être réappelé, recontacté, potentiellement re-signé sur une surveillance annualisée qui soit correcte, quoi. Exactement. Donc là, si vous êtes en early stage et que vous n'avez aucun client, le point est peut-être pas hyper important, mais dès que vous avez un premier palier de clients, et on ne parle pas de milliers de clients, mais dès que vous avez quelques dizaines de clients, eh bien, cette mécanique peut commencer à générer des leads. Et des leads hyper qualifiés, puisque vous avez en face de vous quelqu'un qui vous connaît, qui a apprécié votre démarche, qui a signé. Donc après, pour peu que vous ayez vraiment délivré votre promesse, vous avez des champions. Dernier point, parce que c'est vraiment là aussi quelque chose d'hyper important pour détecter des boîtes dans lesquelles il se passe encore des choses. Une boîte dans laquelle il se passe rien, c'est une boîte qui est figée, c'est une boîte qui ne recrute plus. À l'inverse, une boîte qui est capable de recruter, notamment de recruter des fonctions un peu structurantes, des cadres, des CXO, c'est une boîte sur laquelle il y a encore des sujets, c'est une boîte qui bouge encore, c'est une boîte qui a des projets. Ne serait-ce parce que la personne qui vient d'être embauchée, elle arrive jamais en terrain conquis en disant, écoute mon gars, t'es embauché en période de crise, écoute, pas de problème, t'as pas de projet, t'as pas de KPI, et promis, on te verse ton bonus à la fin de l'année. Évidemment, ça se passe pas comme ça. Une personne qui prend son poste aujourd'hui a encore plus de pression à la réussite. Et donc, si vous, en tant que fournisseur, vous vous positionnez au bon moment avec cette personne pour être business partner et pas juste fournisseur, vous avez des vraies opportunités de prise de contact. Là encore, on parle de choses assez précises. Hein. Juste, par exemple, si on regarde des ETI dans le secteur industriel et que vous parlez à des DAF, et ben, la semaine dernière, il y a 7 DAF qui ont pris leur poste dans des ETI industriels. Donc, si c'est vos cibles, et ben, c'est les 7 mecs qu'il faut absolument contacter de manière pro et on va le voir comment. Mais voilà. Vraiment, ayez en tête des tactiques opérationnelles que vous pouvez mettre en place pour identifier les cibles les plus vivantes du moment. Parfait. Du coup, on passe au cercle de décision. Comment est-ce qu'on va identifier les contacts clés dans l'organisation? Et là, tu vas aussi poursuivre et introduire le sujet et je le compléterai juste après. Alors, effectivement, ça, c'est un point sur lequel on insiste toujours chez Nomination. C'est un point qu'on a tous en tête d'un point de vue théorique, mais que de temps en temps, on a tendance à oublier quand on est dans le feu de l'action, c'est le principe du cercle de décision et du fait qu'aujourd'hui, en B2B, en moyenne, une décision d'achat implique 7 personnes. Donc, ça veut dire que si vous avez identifié vos comptes clés, ne vous contentez pas de parler à votre persona principal. Ayez en tête quelque chose d'un peu plus large. Je vais juste vous raconter une petite histoire pour illustrer mon propos. Imaginez, vous êtes vendeur de voitures, plutôt premium, on va dire de marque allemande. Vous choisirez la marque en fonction de vos goûts personnels. Et votre job, c'est donc de vendre des voitures de fonction. Quand vous vendez des voitures de fonction, vous allez avoir plusieurs interlocuteurs au sein d'une organisation. Vous allez avoir la personne qui va, in fine, bénéficier de la voiture à la fin. Admettons que ce soit le commercial. Lui, probablement que votre discours va être autour de la belle bagnole, la jolie voiture, avec des visuels, des vidéos. Sauf que c'est pas le commercial qui prend la décision, on est d'accord. Au-dessus de lui, il y a quelqu'un qui va être vraiment impliqué dans le sujet, c'est le DIRCO. Pourquoi? Parce que pour lui, la voiture est un élément important dans l'attractivité de son équipe. Par conséquent, quand vous allez parler au DIRCO, ça ne sert à rien de parler de la belle voiture, vous allez plutôt lui parler de ses bénéfices à lui, motivation des troupes,
recrutement. Et peut-être que pour l'aider à convaincre l'étage du dessus d'investir suffisamment dans un segment premium et pas simplement dans une voiture plus classique, peut-être que si vous avez sous le coude, grâce au marketing, un petit benchmark qui montre que les équipes commerciales les plus performantes sont celles qui roulent en BM, ça pourrait être intéressant. Pareil, vous avez une autre personne qui va arriver dans la boucle, c'est le DRH. Le DRH qui doit, lui, piloter et gérer le coût global de l'équipe commerciale. Et notamment, son enjeu à lui, c'est comment je baisse ma structure de coût en mettant de l'avantage en nature qui, par définition, est un peu moins cher que de la rémunération directe. Et donc là, toute la discussion à avoir avec le DRH, ça va être autour de ça, de quelles solutions vous allez pouvoir mettre en place pour baisser le coût de gestion de votre voiture. Après, vous avez encore un autre acteur qui rentre dans la boucle, le DAF. Parce que le DAF, lui, en ce moment, il est très sensible à un truc qui est les taxes diverses et variées de l'État liées à l'émission de CO2, etc. Et donc là, comment vous allez pouvoir convaincre le DAF que votre grosse voiture, votre grosse BM, en fait, par des subtilités liées à, par exemple, à l'hybride rechargeable, en fait, c'est même l'État qui va vous donner des petits bonus parce que vous allez baisser le taux de CO2 moyen de votre flotte automobile. Et puis, à la fin, vous avez un dernier qui va, pour le coup, être votre opérationnel plus classique, qui est le gestionnaire de flotte auto. Lui, la belle voiture, il la conduira jamais. Dommage. Par contre, à lui, il va falloir lui parler service, facilité, gestion, entretien. Bref, vous voyez avec un exemple très simple, vendre une voiture de fonction à un commercial, vous avez mécaniquement au moins 4, 5, 6 personnes à clé à identifier au sein de votre structure décisionnelle pour aller leur apporter un discours différencié. Parce qu'évidemment, si vous parlez à la DRH juste de la belle bagnole et au gestionnaire de flotte auto de la facilité à recruter des bons sales parce que vous leur donnez une voiture, évidemment, vous allez taper de côté. Donc, évidemment, je suis très caricatural, j'ai bien conscience que dans des métiers plus IT, sur des éditeurs de logiciels, on peut arriver à des choses plus subtiles, plus complexes. Mais ayez bien en tête cette démarche d'identifier le cercle des décisions, identifier les enjeux de chacun pour être en mesure d'apporter un niveau de réponse qui soit audible par votre interlocuteur. Merci beaucoup. Quelques réflexes que moi, je souhaitais vous partager aussi. Quand on rentre dans une stratégie ABM, pour moi, le réflexe numéro 1, c'est de commencer par regarder, analyser la partie CRM. Pourquoi? Parce que votre CRM, il est a priori constitué de beaucoup de deals qui ont été gagnés et de beaucoup de deals qui ont été perdus. Et en fait, ça, c'est une mine d'or en termes de data pour définir encore une fois, de manière la plus précise possible, quel va être votre ICP idéal. Quels vont être le cran du dessous, vos personas habituels au sein d'un deal. Ce qui rejoint un petit peu justement ce qu'évoquait Benoît sur la slide d'avant. Ça, c'est hyper utile. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que vous n'adressez pas les mêmes personnes sur un secteur donné versus un autre. Et donc, c'est hyper important pour vous que de vous appuyer sur un existant. Cet existant, vous allez ensuite pouvoir le compléter avec l'organigramme et le mapping des contacts que peuvent vous offrir des outils ou que peuvent vous offrir votre propre recherche. L'objectif va être d'avoir le plus tôt possible un organigramme qui va être très clair. Cet organigramme, il va être composé de contacts, de hiérarchie, et il va aussi, et je vous l'ai mis entre parenthèses, devoir inclure les lobbyistes potentiels. Qu'est-ce que j'entends par lobbyiste? J'entends tout simplement des partenaires qui vont pouvoir vous appuyer d'un point de vue stratégique. Ça, c'est indispensable que d'aller sur chaque personne, pouvoir vous appuyer du partenaire stratégique. Pourquoi? Parce que ce partenaire stratégique, il en arrive à la bulle, il me permet de faire le passage à ma bulle d'après, qui pourrait aussi être quelqu'un de votre réseau. Le but de ce partenaire, c'est qu'il a de l'information sur votre contact et il va pouvoir vous permettre de personnaliser votre approche auprès de ce contact-là. Il va pouvoir aussi, ce mapping, vous offrir des contacts complémentaires, des gens que vous n'aviez pas identifiés et qui pourtant sont importants à identifier le plus tôt possible pour éviter de le payer au moment du closing. Troisième tips, la partie activation de réseau. Une baseline qu'on aime utiliser chez Business First, les prospects des uns sont les clients des autres. Vous l'avez bien compris, dans votre réseau professionnel, vous avez parmi les sales qui vous entourent des gens qui ont signé le compte que vous souhaitez adresser. Appuyez-vous sur
leurs informations de manière à personnaliser votre approche. J'ai appelé ça radio-réseau. C'est un peu l'idée, c'est d'avoir constamment de l'insight qui vient du terrain sur ce compte en particulier, la bonne manière de l'adresser, auprès de qui, et sur donc du coup le bon niveau de message. L'idée, c'est aussi, au travers de votre réseau, d'être sûr de n'avoir rien raté dans la hiérarchisation des parties prenantes. Quelles sont les parties prenantes et quelles sont celles qui peuvent être sponsors ou détracteurs? Ça, c'est hyper important de l'identifier le plus tôt possible dans votre stratégie d'ABM parce que vous allez aussi devoir axer vos efforts sur les personnes qui peuvent venir avec une casquette de détracteur ou en tout cas celles qu'il va falloir le plus réassurer. De la même manière que votre sponsor, dans votre stratégie ABM, est aussi votre futur champion et donc la personne qu'il va falloir nourrir et qu'il va falloir essayer d'adresser dès le démarrage du process de manière à pouvoir monter aussi dans un niveau d'information qui vous permet d'adresser le C-level de la meilleure manière possible, si vous n'en avez pas assez au début. Enfin, et dernier point, ce que je voulais juste rappeler, c'est attention au mapping. On sait qu'une vente complexe peut s'étaler sur un cycle de vente sur plusieurs mois, voire sur 12, 18 mois parfois. Et donc, un interlocuteur qui était clé à l'instant T, que vous aviez identifié, va peut-être bouger, va peut-être changer de société. Et donc, là, encore une fois, rien de pire que ce petit mail qui dit « Désolé, mais je quitte ma boîte dans un mois et je n'ai pas encore identifié qui allait reprendre votre sujet. » Ça passe par une veille. Ça passe par une veille qui vous est personnelle ou qui est confiée à un outil qui va permettre de le faire. Troisième grand thème, la partie connaissance du compte. Comment est-ce qu'on va accéder à des insights marchés, des outils de veille qui vont pouvoir vous donner ces insights ou le réseau humain qui va pouvoir vous les donner? Comment est-ce qu'on les mobilise? Comment est-ce qu'on en tire des informations utiles? Au niveau de la connaissance de compte, pour qu'une stratégie ABM fonctionne, votre principal enjeu, ça va être de personnaliser votre approche sur chaque personne. Pour décrocher un meeting, il va falloir faire preuve d'une récolte de data et d'une contextualisation maximum. Donc, l'équation est la suivante. De la data, du contexte, une prospection qui va être la plus personnalisée possible. On en parlera tout à l'heure, mais évidemment en multicanal. Ça, c'est la recette magique pour déclencher un meeting. La data, le contexte. C'est quoi? C'est ni plus ni moins que de la donnée marché mélangée à du contexte qui vient de votre réseau ou qui vient de vos études personnelles. Ça s'explique par une collaboration essentielle qui va être marketing x sales. Si vous ne vous basez pas sur une collaboration très forte, ça ne fonctionnera pas au niveau ABM. Je vais aller sur le cran d'après. Si vous décidez de mener vos actions dans votre coin en tant que sales et le marketing le fait de son côté, on va se retrouver avec un interlocuteur sursollicité avec des messages qui font doublon et une perte de crédibilité. Or, vous êtes sur une seule chance de remporter ce compte. Vous avez décidé qu'il faisait partie de votre liste de comptes nommés et donc vous n'avez pas le droit à l'erreur. Sinon, vous avez perdu un compte parmi votre liste, définitivement. Ou en tout cas, jusqu'à ce qu'il s'en aille. On en a parlé tout à l'heure. Le turnover vous aidera sans doute à reprendre contact avec le suivant. Mais soyez très vigilants à cette partie-là. Ça doit être une stratégie qui se définit en multicanal avec le marketing. Qui fait quoi, comment? Comment est-ce qu'on nourrit notre base d'informations? Et ensuite, quelles sont les cadences et quelle est l'automation qu'on va lancer ensemble, tout en respectant les overlaps de l'un et de l'autre. Chacun fait son job. On a tous les deux le même objectif commun qui est de prendre des rendez-vous. Essayons de respecter notre interlocuteur clé de manière à ne pas le sursolliciter et en tout cas, lui donner une expérience qui va être sans couture vis-à-vis de notre marque. Important, avoir des réflexes de veille avec les bons tools. J'en parlais tout à l'heure, il y a des outils pour ça, notamment nomination, il y en a d'autres. Et le deuxième point, la deuxième tips que j'aimerais vous donner aussi aujourd'hui, c'est de compléter les outils de veille avec Google Alert. Pourquoi? Trop peu de sales pensent à utiliser cet outil qui est pourtant rudement puissant. Des Google Alerts, elles vont vous permettre d'aller sur un cran complémentaire. Ce cran complémentaire, c'est de contextualiser une remontée d'infos à votre business. Je m'explique. Si vous êtes dans un outil qui fait de la personnalisation, votre soft vend de la personnalisation, eh bien, vous allez pouvoir taper Carrefour, mot-clé digital, personnalisation. Et chaque fois que Google va détecter un article ou un contenu qui contient Carrefour, qui est votre compte clé, avec les mots-clés digital ou personnalisation, il va vous le remonter. C'est le meilleur moyen
aussi de remonter de l'info qui correspond précisément à votre business et donc la capacité de personnaliser de manière très très forte votre approche. Avec une phrase d'incro, j'ai vu que vous parliez de personnalisation dans un article il y a 2 jours. Je me suis dit que sans doute notre sujet pouvait être quelque chose d'intéressant pour vous. Contextualiser, 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 encore et toujours. Alors, est-ce que tu as des chiffres qui démontrent que la personnalisation, ça fonctionne? En fait, elle va fonctionner. Donc là, j'ai mis quelques chiffres au niveau du mail. J'ai pas envie de vous balayer tous ces chiffres. Vous recevrez la présentation et vous aurez aussi le replay si vous le souhaitez. On va pas se balayer tous ces chiffres. Je trouve que c'est pas utile dans un webinar. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes convaincu que l'ABM fonctionne. Je préférais qu'on se concentre sur le dernier que je vous ai mis volontairement en bleu marine. Les emails personnalisés permettent de réaliser 6 fois plus de transactions que les emails non personnalisés. Pourquoi cette stat elle est intéressante? Parce que déjà, le chiffre est choquant. Moi-même, je ne m'attendais pas à un chiffre aussi élevé. Mais surtout parce qu'elle travaille sur toute la durée du sales process. Et donc, on se rend compte que la personnalisation de départ va permettre de déclencher un meeting, mais aussi et surtout de positionner une bonne image et une position d'expert. Et c'est cette position qui va, dès le démarrage, vous suivre dans tout le sales process et vous permettre d'aboutir à des taux de closing qui sont largement supérieurs. Pourquoi? Parce qu'en général, si on travaille sur la personnalisation dès le début, on la travaille tout au long du sales process. Et donc, on va continuer à nourrir nos prospects avec du contenu très personnalisé, très cadencé, en fonction de l'endroit où on se situe dans la relation avec lui. Et c'est ça qui permet, encore une fois, de déclencher du rendez-vous, mais aussi et surtout de closer plus de deals. Alors, je vais enchaîner sur la partie très email. Je te laisse prendre le relais sur la partie très call. Puisque le call est tout aussi important, ne l'oublions pas. Les très bons sales sont surtout et aussi ceux qui passent beaucoup de coups de fil. Tout à fait. Alors, c'est vrai que à l'heure du 100% digital, le call a encore moins bonne réputation qu'avant, et notamment parce que on a, je pense, tous en tête, ne serait-ce qu'en tant que particulier, les coups de fil de plateformes de prospection offshore qui déroulent de manière complètement mécanique un discours absolument pas personnalisé, voire même un peu ridicule. Je me souviens encore quand j'avais emménagé dans mon dernier appartement, j'avais du bol, c'était une construction neuve, et j'avais tous les jours des gens qui me proposaient de rénover mes fenêtres, ce qui était toujours sympa, hein, mais dans un appartement neuf, évidemment, ça fonctionne pas. Donc, au-delà de ça, on avait essayé, côté nomination, de mettre un peu des chiffres et de toucher du doigt ce que ça pouvait vouloir dire bien prospecter par téléphone versus faire la classique prospection à froid. On avait fait une petite étude en 2018, alors je suis désolé, hein, date un peu, mais je pense que les points clés sont toujours valides. On avait interrogé 180 DIRCO B2B en leur demandant, en leur posant plein de questions, dont une en particulier qui était d'essayer d'évaluer la performance relative d'un call à froid, vraiment à froid, versus ce qu'on avait appelé le smart calling, c'est-à-dire l'appel personnalisé, contextualisé. En gros, il n'y a pas de match, hein, il n'y a pas photo. L'appel à froid, c'est 1% de taux de transfo. 1% de taux de transfo, ça veut dire que 99 fois sur 100, vous prenez un râteau. On comprend complètement le SDR ou le sales qui a plus du tout envie de faire de l'appel parce que quand vous prenez 99 fois sur 100 un râteau, ça bouffe de l'énergie et ça bloque. Et résultat, il y avait que dans notre échantillon, plus de 12% des gens qui croyaient encore dans ce levier-là. Par contre, si on bascule sur une autre approche, qui est pour le coup exactement la même approche que par mail, qui se base sur du contexte, qui se base sur un événement, qui se base sur une actualité, et surtout pas la sienne, mais celle de son interlocuteur, alors le jeu change de dimension. On passe à peu près 14% de transformation, donc de prise de rendez-vous dans un appel contextualisé. Et globalement, c'était clairement la direction sur laquelle notre échantillon voulait vraiment aller. C'est à plus de 86%, c'est laisser tomber le call à froid. Par contre, ne pas laisser tomber le téléphone, mais articuler le levier téléphone autour d'un appel intelligent. L'appel intelligent qui va se baser sur une réelle actualité que vous avez pu choper, une actualité la plus forte possible et qui touche votre interlocuteur. Et ça peut être, par exemple, un petit tips, si demain vous voulez prospecter Alexis pour lui vendre des trucs hyper intéressants, un petit tips,
commencez par le féliciter pour la super animation qu'il a faite dans le webinaire d'aujourd'hui. Même si c'est pas complètement vrai, parce que vous n'avez pas assisté à la totalité du webinaire, parce qu'en vrai, Alexis est un excellent animateur. Objectivement, Alexis, si on te prend contact avec toi et on commence à te parler de toi, de ce que tu as fait hier ou avant-hier, étonnamment, tu vas être dans une capacité d'écoute et d'attention qui n'a rien à voir que si la personne arrive et directement balance son pitch en essayant de t'arracher, entre guillemets, un rendez-vous. Donc, vraiment, la veille comme un élément clé d'activation de tous les canaux finalement, hein, le canal email, mais aussi le canal téléphone dans lequel on croit encore beaucoup. Juste une petite parenthèse. Par contre, il y a un truc, pour l'avoir déjà vécu, qui marche absolument pas, c'est pipoter sur l'actualité et essayer de faire croire que vous avez une actualité sur la boîte ou sur la personne alors que vous n'en avez pas. Hyper intéressant, Benoît. Je t'interromps. On a une question de Caroline qui, à mon avis, répond à une question que beaucoup doivent se poser. Selon toi, est-ce qu'un smart calling, combien de mails doivent être envoyés avant le call? Alors, si j'avais une réponse absolue à ça, je deviendrais consultant en magie commerciale, je gagnerais vachement bien ma vie. En vrai, ça dépend évidemment énormément de votre secteur d'activité, de votre persona, de votre cycle commercial. Est-ce que vous vendez à beaucoup sur des petits paniers ou est-ce que vous concentrez vos efforts sur des gros paniers? Je pense qu'il n'y a pas de règle. La seule règle, c'est de tester et surtout d'éviter de repousser trop loin. Ça, c'est vraiment un conseil, c'est de repousser trop loin l'appel téléphonique. Il y a plein de choses qui peuvent se faire par mail, sauf qu'à un moment donné, quand vous voulez vraiment engager une conversation, il va falloir parler aux gens. Et le téléphone, ça reste encore un bon canal pour parler aux gens. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Alors, c'est peut-être ma casquette très manager sales, adepte du call, mais moi, je considère que dès le premier touchpoint email, c'est ce qui va légitimer le premier call qui est avez-vous reçu mon mail et qui, en tout cas, avec un bon tracker, permet de savoir qui a ouvert à minima le mail et donc être en capacité, encore une fois, de contextualiser le moment où on va passer le call, qui est dans l'après-midi qui suit l'ouverture ou le lendemain matin. Et encore une fois, ne pas hésiter aussi à relancer après chaque cadence, après chaque email, un petit coup de fil. Donc, c'est vraiment un mail, un coup de fil, un mail, un coup de fil, de manière à vraiment avoir cette notion de j'essaye aussi de rentrer en contact sur du multicanal. Et quand je dis c'est un mail, un coup de fil, ça pourrait aussi être, si vous n'avez eu personne en ligne lors de ce coup de fil, un petit message LinkedIn. Ça pourrait être aussi un petit WhatsApp parce qu'on pense à changer de canal. J'en parlerai tout à l'heure en fin de présentation. Mais il y a beaucoup de choses qui fonctionnent très, très bien en ce moment et il faut penser à être innovant et surtout très sharp. Yep. Alors là, Alexis me fait une super passe. Alors, on s'est toujours dit que dans les webinaires, il fallait éviter de trop vendre sa soupe. Donc, je vais être très léger là-dessus. Je voulais juste illustrer ce que ça pouvait être un fil d'alerte personnalisé dans un outil comme Nomination, même si on a des confrères qui font aussi… en fait, non, on n'a pas vraiment des confrères sympas, on n'a que des villes concurrents, j'exagère. Voilà ce qu'on peut obtenir quand on a un accès à Nomination. C'est un fil d'actualité où vous allez pouvoir définir des listes de boîtes, des groupes, des secteurs d'activité, des tailles de boîtes. Bref, on a à peu près 80 critères qui vont vous permettre d'une manière très chirurgicale de définir votre périmètre. Et là, on va vous remonter des actus que vous avez identifiés comme pertinents. Donc, par exemple, des prises de poste. Vous voyez que Marion est devenue brand manager chez Technicolor. Un petit message initial de félicitations. Pas forcément bonjour, j'ai vu que vous avez pris votre poste et que vous acceptez un rendez-vous avec moi. Évidemment, c'est un tout petit peu brutal. Par contre, commencez par un petit message de félicitations, puis un deuxième message autour de tiens, j'ai un benchmark sur les meilleures pratiques dans votre secteur d'activité autour du sujet de la marque. Bonne lecture. Et après seulement, vous pouvez commencer à enclencher une relation commerciale. Autre type de projet qu'on peut détecter, des sujets d'investissement, par exemple Air Liquide, là, qui investit sur de l'analyse sémantique. Un Air Liquide qui investit sur de l'analyse sémantique, normalement, ça doit vous faire tilt, ça doit vous donner… il se passe un truc chez Air Liquide, c'est peut-être le bon moment de s'intéresser à ce compte. On retrouve les speakers, on retrouve les articles de presse. Bon, je ferme la parenthèse parce qu'après, je vends un peu trop ma soupe, mais vraiment, une conviction extrêmement forte, que ce soit sur le canal marketing ou que ce soit sur de l'engagement commercial, appuyez-vous sur des insights et des alertes. C'est vraiment là où on performe le plus.
En tout cas, et pour clôturer cette slide, toujours intéressant aussi de savoir qui est speaker dans quel event, pour la simple et bonne raison que vous n'avez pas besoin d'aller à l'event pour l'interpeller et faire comme si vous y étiez. Voilà, c'est tout pour moi. Passons du coup à l'étape 4, engagement. Établir un premier contact. Quelles sont les bonnes pratiques autour de cet engagement? Benoît, je te laisse enchaîner sur ce qui sont pour toi les principaux tips, les principales choses à avoir en tête autour de l'engagement. Et donc, on a recueilli, on a une bonne veille, on a le bon niveau d'info. Maintenant, il est temps de commencer à engager. Alors, il est temps de commencer à engager et il est temps surtout de commencer un marathon et pas un sprint. Pourquoi un marathon? Parce que de la même manière qu'il y a plein d'interlocuteurs sur un compte, il va vous falloir plusieurs touchpoints pour pouvoir réussir à engager un contact. Après, vous pouvez être un excellent sales au téléphone et décrocher votre meeting au premier rendez-vous, mais à la première prise de contact. Mais d'une manière générale, on est plutôt sur du multi-touchpoint avant de pouvoir décrocher ce fameux meeting qui va vous permettre d'enchaîner votre cycle commercial. Donc, première pratique qui est clé et qui vraiment est la plus importante pour moi, c'est ne soyez pas monocanal. Touchez les gens là où ils sont et ils peuvent être sur des réseaux sociaux, ils peuvent être touchés par email, ils peuvent être touchés par téléphone, démultiplier les points de contact, mais de manière un peu intelligente. On n'utilise pas le téléphone pour faire un email par téléphone, on n'utilise pas les réseaux sociaux pour faire l'équivalent du pitch que vous pouvez faire par email. Adaptez votre message au canal que vous utilisez et n'ayez pas peur de démultiplier. Et aujourd'hui, il y a des choses un peu rigolotes, comme par exemple être capable de laisser un message sur le répondeur de la personne sans faire sonner. Ça permet d'interpeller votre interlocuteur avec une autre manière de prendre contact. Donc ça, c'est vraiment un premier point hyper important. Deuxième point, évidemment, c'est le collaboratif avec le marketing. Aux dernières nouvelles, on ne paye pas les sales pour produire à la chaîne du contenu. Enfin, en tout cas, si c'est le cas chez vous, c'est que globalement, il doit manquer une ou deux ressources côté marketing dans votre organisation. Le sales, il est là pour exploiter de manière la plus intelligente possible, la plus adaptée, la plus personnalisée, une bibliothèque de contenu. Évidemment, il faut qu'il puisse être guidant côté du marketing sur quelle est la nature, la typologie du contenu qui a du sens. Et peut-être que le super beau livre blanc méga important avec 250 pages et 132 graphes un peu subtils, ça fait peut-être plaisir au marketing et peut-être pas assez aux sales. Ceci étant, il faut dialoguer pour être en mesure de trouver le bon contenu. Ça, c'est vraiment un point important, Benoît. Pour l'avoir beaucoup constaté, le marketing doit être en alerte des demandes sales. Et le sales doit aussi être alerte sur ce qui lui manque. Et donc, c'est un double réflexe à avoir qui est le terrain doit remonter les choses qui sont manquantes, avoir ce réflexe à tous les niveaux, mais le marketing doit aussi, lui, être en alerte de ce qui remonte. Donc, ça dépend des organisations. Parfois, rien ne remonte, donc le marketing fait un peu à sa sauce, ce qui est un problème. Parfois, le marketing n'écoute pas ce qui remonte, et donc c'est aussi un problème. Et donc, on a vraiment là l'image d'une collaboration qui ne peut que fonctionner si elle existe. Et si elle a le mérite, en tout cas, de faire en sorte que notre persona, nos personas et le contenu qui correspond à leurs attentes potentielles ou ce qui va déclencher, en tout cas, une entrée en sales process. Donc vraiment, en tout cas, faites-vous des documents, soyez très, très à l'aise sur le fait d'aller regarder sur chaque persona ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, en fonction d'un ICP qu'on a décidé de targeter. Après, il y a aussi un point important qui est souvent une déformation des sales. Les sales ont tendance à se préoccuper énormément du bas du funnel, c'est-à-dire l'engagement juste avant la prise de rendez-vous. Alors évidemment, c'est un élément clé et ça doit être une priorité de tout le monde. Sauf que il n'y a pas que le dernier kilomètre qui compte. Il y a aussi tout le chemin que vous faites parcourir à votre prospect avant d'en arriver là. Et ce chemin, en fait, c'est tout le haut du funnel. C'est tout ce que vous allez pouvoir travailler autour de votre notoriété, de votre capacité, de la capacité de votre entreprise, de votre marque à faire autorité. C'est pour ça que si je reviens sur le gros livre blanc un peu compliqué du marketing, en fait, en tant que sales, dites-vous que peut-être que ça vous sera pas utile, parce que si vous appelez quelqu'un qui vient de télécharger ce livre blanc, vous n'arrivez jamais à le transformer et vous n'arrivez jamais à prendre de rendez-vous, mais ça veut peut-être dire que, en fait, ce contenu-là, c'est un contenu de haut de funnel.
qui va permettre de faire connaître votre marque, qui va permettre de vous positionner en tant qu'expert. On a tous envie d'avoir une marque qui donne envie, qui soit entre guillemets propre, qui soit inspirante. C'est pas pour rien que toutes les grosses boutiques investissent beaucoup dans le brand et dans la notoriété. Et donc, articuler intelligemment cette approche haut de funnel avec du contenu spécialisé et du contenu un peu plus engageant en bas de funnel qui va être pour le coup plus facilement exploitable par les sales. Mais souvent, alors là c'est parce que je fais aussi un peu de marketing et j'ai tendance des fois à avoir une vision un peu tronquée, mais n'oubliez pas, hein, ce haut du funnel, pour moi, il est au moins aussi important que le bas du funnel. Donc, cette articulation document, de prise de marche, enfin de prise de parole, la part de voix, tout ça, c'est des concepts importants pour ancrer votre marque et faire en sorte que finalement, d'accompagner le processus d'achat, le processus de décision des 7 ou 8 personnes clés dans les organisations, dans le cadre du process d'achat. Donc, ayez bien en tête cette double articulation. Je dois à la fois être focus bas de funnel en tant que sales pour engager des gens, et en même temps, le marketing est aussi là pour orchestrer ce haut du funnel. Très bien. Du coup, peut-être un petit message rapide. On va essayer d'avancer pour garder un petit peu de temps sur les questions. Il reste 2 slides. Message rapide, je vais le faire pour toi, Benoît, mais Benoît tenait absolument à faire passer un message. Moi, je n'en reçois plus, mais a priori, il continue d'y avoir des sales qui envoient des chats tristes en fin de cadence. Et non, ce n'est plus acceptable, ce n'est plus autorisé en 2020. Donc voilà, le message est passé. Moi, je n'en reçois plus, mais Benoît continue d'en recevoir et je le rejoins sur le fait que ça y est, c'est périmé. On n'a plus le droit. On n'a plus le droit. Ok, côté engagement, je voulais vous repartager quelques petits éléments. Et puis après, j'ai une slide de synthèse de tout ce qu'on a pu se dire qui sera assez activable pour vous, puisque vous allez voir en plusieurs étapes comment est-ce que vous pouvez lancer la BM. Quelques bonnes pratiques sur une prise de contact qui sera optimale. Première pratique, premier réflexe, personnalisez votre ligne d'objet. Que vous soyez dans le cadre d'un mail ou dans une prospection téléphonique, la ligne d'objet, c'est les premières secondes. C'est la première chose qu'on voit. Donc, la ligne d'objet, elle est essentielle. C'est le fameux, effectivement, au moment où la personne décroche, c'est le fameux contexte qui est amené par bonjour, je vous prends 15 secondes sur tel sujet, j'ai vu que, j'ai entendu que, je pense que, mais très vite, on vient l'accrocher. Et petit tips en passant, très vite, on lui cite 1 ou 2 concurrents pour attiser effectivement sa curiosité. La ligne d'objet, tester, tester, tester. On teste les objets, on teste les jours, les heures auxquelles on envoie, on teste. Ok, on est en 2020, tout le monde sait très bien qu'il faut tester. Malheureusement, je vois encore beaucoup trop d'organisations qui ne testent pas les sujets. C'est une réalité. On a tendance à y aller très fort sur un test qui va durer 3 mois. Et puis au bout de 3 mois, on se dit, allez, venez, on refait une petite repasse sur les objets. Non, il y a beaucoup trop de laps de temps. Un test sur un objet, c'est on divise son audience par 2, par 3, par 4 en fonction du nombre d'objets et on y va. On teste tout de suite sur un premier shoot. Les retours d'expérience que je peux vous pousser, c'est toujours intéressant dans un webinaire d'avoir quelques retours d'expérience. Les objets qui vont très bien fonctionner sont ceux qui vont jouer sur la personnalisation. Donc, le fait de mettre simplement le nom de l'entreprise fait que vous êtes dans la personnalisation. Le fait de mettre un / mise en relation fait que vous êtes dans « Ah tiens, qui a pu me mettre en relation ?» ou de la part d'eux, etc. Tout ce qui va permettre en tout cas d'arriver avec comment je pourrais dire, une curiosité et en tout cas une sorte de réassurance. Je vois mon nom de société, tiens, peut-être que j'ouvre. Donc, c'est des choses qui sont assez connues, mais qui sont rudement efficaces. Nous, on a des taux d'ouverture sur nos séquences mail de 90%. Et je peux vous montrer les stats sans aucun problème. On a 90% d'ouverture et on a des taux de réponse qui sont entre 28 et 33% selon les cadences et selon les personnes qu'on shoot. Je suis bien placé pour en parler puisque chez Business First, on a un ICP qui est très précis, qui est éditeur de logiciels dans le MarTech, donc avec un certain nombre de boîtes qu'on a identifiées et sur lesquelles on a une chasse qui est purement et simplement de la BM. Donc, nos stats sont celles qu'elles sont et donc, force est de constater que quand on est chirurgical avec la bonne strat ABM, on a des performances d'ouverture et de contextualisation qui sont bonnes. Deuxième réflexe, personnaliser votre contenu. On en a parlé effectivement. La seule petite chose, puisqu'il nous reste peu de temps, sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est la méthode AIDA. Je vous ai remis en bas
allez jeter un petit coup d'œil à la méthode AIDA. Attention, intérêt, désir, action. Il y a des tonnes d'articles là-dessus, il y a des tonnes de super vidéos. C'est la manière qu'aujourd'hui, on les rois de la prise de parole sur LinkedIn pour attirer notre attention, faire en sorte qu'on lise leur post jusqu'au bout et qu'on commente. Voilà. La méthode AIDA, elle a été très, très bien appliquée sur LinkedIn. Elle l'a été aussi beaucoup au mail, mais pas en nombre. Trop peu de sociétés l'ont utilisée. Donc, allez jeter un coup d'œil. Il y a des API qui vont vous permettre d'enrichir automatiquement votre connaissance de compte. Attention aux API, les données ne sont pas toujours hyper fiables. Parfois, elles ne sont pas appelées, donc pas présentes. Et donc, vous vous retrouvez avec des mails qui ne sont pas hyper puissants. Donc, attention, mais il existe beaucoup d'API publiques qui sont ouvertes et qui peuvent vous permettre d'aller très vite contextualiser le nombre d'employés, les KPIs qui vous intéressent, etc. Enfin, adopter une stratégie multicanal. La stratégie multicanal, c'est avant tout vous équiper des bons outils. Dans l'automation, il y en a beaucoup. Je n'ai pas envie de faire de name dropping. Si vraiment vous voulez des noms sur les différents outils, vous me le demandez dans le chat et dans la phase de questions juste après, je tenterai d'y répondre. Mais je n'ai pas envie ici de faire du name dropping. Il y en a beaucoup sur chacun. Il y a des très bons outils. On en a testé une tonne avec Guillaume. Et donc, on a effectivement aujourd'hui une vue assez exhaustive de quels sont les meilleurs et ceux qui ont les meilleurs stats. Dernier point, soyez créatifs. Osez. Les sales qui sont dans un tempérament anxieux vis-à-vis de leur persona, j'en connais des tonnes, ce n'est pas la bonne attitude que d'avoir peur de choquer. Pourquoi? Parce que derrière votre potentiel prospect se cache un homme comme vous, comme nous, une femme qui, dans la vie de tous les jours, a une sensibilité qui lui est personnelle. Et donc, qu'il n'y ait pas que professionnel dans un contexte professionnel. Donc, ça, ne l'oubliez pas dans votre approche multicanal et dans vos contenus. Soyez créatifs et n'ayez pas peur, à un moment donné, de sortir un peu des sentiers battus et d'être un peu, je dirais même parfois un peu provocant. J'avance. Dernière slide, c'est la conclusion de cet atelier sur l'ABM en plusieurs étapes. Alors, je me suis un petit peu inspiré et je me permets toujours de mettre la source, je m'oblige à toujours mettre la source. Je me suis inspiré d'un contenu qui est anglais et donc, je vous l'ai retraduit en français en bas pour que vous puissiez l'exploiter. L'étape 1 de l'ABM, c'est de connaître son marché. Vous verrez en haut dans les petites cases à quel moment Business First ou Nomination interviennent dans le fait de vous accompagner là-dessus. Connaître votre marché. Effectivement, vous avez besoin d'être toujours nourri des informations qui sont marché. Où est-ce que ça bouge? Où est-ce que ça ne bouge plus? Où est-ce que c'est très actif? Quand est-ce qu'il y a une opportunité de marché? De manière à, encore une fois, soit redéfinir des nouvelles targets, soit mettre à jour votre liste de targets. Quand votre liste, en tout cas, est à jour et quand vous commencez cette stratégie, vous allez avoir une deuxième étape qui va être d'identifier correctement à l'intérieur de ces secteurs les sociétés qui correspondent à votre ICP. J'en ai parlé tout à l'heure. Et donc là, vous allez avoir Business First parce que notre réseau nous donne continuellement des idées de comptes et des mappings de là où est-ce que ça bouge. Et Nomination va vous permettre aussi d'aller très vite identifier au sein d'un secteur quelles peuvent être les entreprises en refiltrant sur vos KPIs qui vous sont personnels en fonction de votre business. Donc, ça peut être un nombre d'employés, ça peut être un chiffre d'affaires, ça peut être tout ce que vous voulez. Étape 3, vous allez devoir populer votre compte. Populer, c'est un terme qui correspond un petit peu à une traduction rapide, mais vous l'avez compris, l'idée, c'est maintenant quels sont les contacts à l'intérieur de ce compte qui vont m'être intéressants. Ce qu'on va appeler de la compte mapping, ni plus ni moins. Et donc, pour identifier de la donnée et du contact, vous allez avoir besoin à la fois potentiellement de votre réseau. Donc, nous, très rapidement, chez Business First, on a cette capacité en mobilisant très vite une question sur un compte de choper l'organigramme et d'être au courant de qui va être le decision maker, qui va être le détracteur, qui peut être le sponsor, etc. Mais vous avez aussi Nomination qui vous offre sur un plateau l'organigramme avec toutes les fonctions clés et la manière à l'intérieur de ces équipes dont c'est constitué et d'avoir accès potentiellement même aux coordonnées. Ce qui est une mine d'or très puissante pour aller commencer à peupler votre CRM et lancer vos actions d'automation. Étape 4, une fois que vous avez tout ça, maintenant, il va falloir créer des contenus qui sont très spécifiques. On en a parlé, vous devez vous créer un tableau très concret de sur tel ICP et sur tel persona, quels sont les contenus que j'ai en fonction de chaque étape du process et donc quels sont ceux que je n'ai pas. Et votre but, c'est d'avoir un contenu qui est 100% personnalisé avec de la remontée sales et ce que vous avez pu capter via l'analyse de data et les veilles que vous faites, de manière à, encore une fois, avoir des cadences qui vivent, qui sont renourries. Encore une fois, je le rappelle, on est sur un one-to-one. Le but, c'est pas de faire du massif. Donc, si on a une info, si on est en train de targeter Air Liquide et qu'il y a une info qui est tombée ce matin, on va mettre à jour notre cadence de prise de contexte, de prise de contact. C'est indispensable. Faites évoluer vos cadences avec tout ce qui remonte du terrain.
Étape 5, vous exécutez. Donc là, vous avez besoin d'un outil. Je rappelle que Nomination a la capacité de router des mails par rapport justement au persona que vous avez identifié et en essayant de personnaliser votre contenu. Et vous avez effectivement tout un tas d'outils qui peuvent vous permettre de travailler aussi en multicanal. Et la dernière étude, c'est l'analyse. Le dernier point, la dernière step, la 6, analyse. Analyse, analyse, analyse. On analyse ce qui se passe au niveau de nos personas, au niveau de notre ICP, au niveau de chaque étape de cadence et on va réajuster. On va se rendre compte que sur l'étape 3, ça pêche. Le nurturing pendant le sales process, il n'est pas bon. On se rend compte qu'on ne déclenche pas vraiment d'interaction et on ne crée pas de valeur dans le sales process. Et bien, on le retravaille. Voilà. J'ai essayé de faire très rapide, il est midi. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'en tout cas, on peut vous aider à venir contextualiser un petit peu tout ça? Merci, monsieur. J'ai une question d'Alix, du coup, qui a sauté sur l'occasion du coup, de la poser. Tu l'as évoqué. Quels sont vos top 5 des outils? Sur quoi comme outil? C'est toujours pareil. C'est sur les outils d'automation? On était abordé, pour le coup, je pourrais peut-être y répondre, Alexis, mais après, on est assez agnostique et on ne va pas avoir de parti pris. Ça va dépendre des messages, des canaux sur lesquels vous souhaitez du coup adresser vos ICP. Mais typiquement, mon name list, notamment la V3, qui permet d'envoyer des mails et à la fois des messages sur LinkedIn, donc dans une dynamique multicanal qui est quand même très performant. Vous avez Prospecting qui est spécialisé sur la prospection sur LinkedIn. On peut mettre en face un concurrent qui est assez sérieux, qui est Neodeal. Vous avez ensuite tous les outils d'enrichissement de Scrap, notamment de LinkedIn, de SalesNav. On a du Phantom Buster, du Drop Contact, du coup, pour enrichir et trouver des adresses mail. Zero Bounce, pour vérifier, du coup, que les mails soient bons. Mais on va peut-être pousser tous les outils sur le chat. Comment? Non, c'est ce que je disais. Ouais, on essaiera de vous les pousser. Il y en a beaucoup d'autres. Sur le mail, c'est pareil. Il y en a beaucoup. Prospect.io, Outreach, SalesLoft. Il y en a des tonnes. L'idée, c'est qu'encore une fois, en fonction de chaque société, de chaque maturité et de chaque sujet, il y a un outil qui va mieux s'adapter qu'un autre, en raison aussi parfois des coûts qui sont disponibles à investir. Il y a aussi un outil qui s'appelle la grosse machine qui permet de centraliser beaucoup de canaux en même temps avec des API qui sont déjà connectés. Il y a beaucoup de choses, beaucoup sont accessibles. Si vous voulez des retours terrain, n'hésitez pas à nous contacter en direct. Mais voilà, encore une fois, l'idée, c'est pas de faire un name dropping qui pourrait durer 15 minutes parce qu'il y en a beaucoup. Mais avec plaisir pour en discuter, Alix, en tout cas. Alors, Jalal nous pose la question. On me dit que malgré la qualité des emails aujourd'hui, la quantité est tellement importante que les gens n'ouvrent presque plus. Est-ce vrai? Ça dépend, mais si vous utilisez c'est une histoire d'intérêt et de valeur que vous donnez à votre interlocuteur. Un email qui parle de vous pour demander un rendez-vous sans vous être présenté, ça donne moins envie qu'un mail qui arrive avec une proposition de valeur un peu solide, n'est-ce pas, Alexis? Ouais, je suis assez d'accord. C'est toujours pareil. Il y a d'éternels débats autour de le mail, ça marche plus, le call, ça marche plus. Moi, ce que j'observe, c'est que ça marche toujours à partir du moment où c'est bien fait. Et encore une fois, à partir du moment où on est innovant. C'est sûr que dans une masse de mails qui ont toujours les mêmes titres, effectivement, on part à la corbeille avec les 8 qui ont été sélectionnés et on est le 9e. Donc, encore une fois, osez, innovez et démarquez-vous. Et un point hyper important, faites gaffe à l'aspect massif et automatisé. Aujourd'hui, c'est hyper simple de choper une grosse liste d'emails et de balancer en quelques jours 10 000 emails non personnalisés en mode gros bourrin, désolé du truc, mais ça, c'est sûr que dans ce contexte-là, le canal email n'est pas performant. Par contre, si vous arrivez à avoir un message adressé à la directrice marketing de Supermood qui vient de lever des fonds en lui disant je connais tes enjeux, je couvre ça et ça chez tes concurrents, est-ce que ça vous intéresse d'en parler? Bizarrement, votre capacité à engager cette personne va dramatiquement changer. Oui, absolument. Albert demande des précisions sur le fonctionnement de la méthode EDA, Alexis. Encore une fois, ce serait un webinaire à elle toute seule, très compliqué. C'est ce que j'expliquais, en fait, les différents acronymes.
L'idée, c'est encore une fois d'arriver à capter l'attention le plus tôt possible via cette attention donc, qui est très provocante. On le voit, LinkedIn en est le parfait exemple de la méthode AIDA. C'est très provocant, j'attire l'attention dès le début. Ensuite, je vais sur l'intérêt. Et donc, de cet intérêt, eh bien, ensuite, je vais aller découper, je vous le remets ici. Hop, je vais aller découper un certain nombre de choses qui vont apporter un peu de valeur tout en continuant à provoquer un petit peu. La partie donc désir qui va être là pour donner l'envie, et puis la partie action qui est commenter si vous avez envie de ça, quoi. C'est vraiment l'idée de cette méthode et elle fonctionne aussi dans le mail. Puis elle fonctionne aussi dans les titres des webinars, par exemple. Aussi. Caroline, quid de vos retours prospection quant à la différence physique-télétravail sur les grands comptes? Un grand changement selon vous? Les horaires d'email, call adaptés le midi? Je pense qu'il faut distinguer deux cas. Il y a le cas de grands comptes, notamment anglo-saxons, qui sont passés en full remote absolu depuis mars, avec des gens qui vont plus au bureau. C'est pas exactement la même chose que par exemple des mutuelles qui peuvent être aussi des grands comptes qui ont une approche un peu moins digitale et un peu moins remote. Donc une fois de plus, je pense que tout dépend du secteur dans lequel vous travaillez et les profils de boîtes que vous travaillez. Je rejoins complètement ça, ouais. Je suis assez d'accord. Déjà, oui, ça a eu un impact, clairement. Pourquoi? Parce que les gens sont là où le présentiel était rapide, efficace, la vidéo surpeuple les agendas, quoi qu'on en dise. Donc, c'est une réalité. On est du coup un peu moins aussi sur son téléphone et on essaye aussi vachement cuter les notifications, ce qui était un peu moins le cas en présentiel. Donc oui, ça a eu des impacts. Maintenant, aller donner des bonnes pratiques, elles sont 100% propres, ces bonnes pratiques, à votre persona. Et donc, encore une fois, il n'y a que votre data qui fera foi. Et donc, testez, toujours pareil. Pourquoi? Parce qu'un DAF, il n'a pas le même agenda qu'un CIO. Et faites court, en fait. On l'a peut-être pas suffisamment abordé, mais ce qui fait aussi la réussite de vos campagnes de prospection, c'est de faire court, efficace, et de ne pas chercher à en dire trop, en fait, sur vos propositions de valeur. Et d'être honnête et transparent dans ce que vous voulez obtenir de votre interlocuteur. Ouais. Vous voulez un rendez-vous, dites-le. Ouais, je suis assez d'accord. Et le meilleur moyen aussi de voir ce qui pourrait marcher, c'est de regarder les mails que vous recevez quotidiennement et de voir ceux auxquels vous avez envie de répondre et ceux surtout que vous souhaitez tout de suite mettre à la poubelle. Les chats. Et voilà, vous les mettez dans un dossier, et vous regardez, vous faites un comparatif, et vous trouverez de toute façon les patterns des messages qui marchent et de ceux qui ne marchent pas. Demandez à toute votre équipe justement de faire cet exercice et de les compiler et ensuite vous les envoyez au market et vous dites voilà tous les mails que nous on a ouverts. Ça inspirera dans tous les cas et ça peut générer une petite réunion de market de go-to-market sur le. Et surtout, élargissez-le aux gens qui ne sont pas en dehors de l'équipe sales. Votre DAF, votre RAF, votre DRH, votre RRH, votre API manager, il reçoit quoi, lui? Ouais. Sortez un peu de la bulle sales pour aller voir aussi ce que vos camarades dans votre entreprise reçoivent comme prospection. C'est relativement inspirant. Sauf si vous vendez qu'à des sales, dans ces cas-là, c'est facile. On a Baptiste qui demande tester, oui, mais à quelle fréquence? On ne risque pas de paraître bête à changer, réadapter son discours chaque semaine? Alors, on ne le fait pas sur la même cible, donc a priori, soit j'ai raté la question, mais on ne va pas le faire sur la même cible, c'est-à-dire qu'on ne va pas envoyer une cadence toutes les semaines à la même audience. Le but, c'est, comme je l'expliquais, de découper son audience. Donc, je ne sais pas, on doit targeter 1000 personnes là sur un ICP défini. On a décidé de tester 4 objets différents ou 4 contenus. Eh bien, on va diviser en 250 chaque audience et chacun recevra un mail et on va analyser les stats. Donc, le but, c'est encore une fois, dans un échantillon, d'aller tester en le faisant au pif de manière à ce qu'il soit le plus représentatif possible et, attention, dans un volume suffisant. Sinon, il risquerait d'être biaisé. Bien, messieurs, nous n'avons pas d'autres questions. Je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire. Merci à tous les deux et merci à tous du coup d'avoir participé au webinaire. Merci pour votre attention. Vous étiez nombreux, vous êtes restés connectés malgré du coup le léger retard. Donc le replay sera donc comme on l'a évoqué
envoyer donc à toutes les personnes inscrites. Donc vous aurez la possibilité dans tous les cas de repasser certains passages et de bénéficier de la présentation. Merci. Est-ce que vous voulez conclure, messieurs, avec un petit mot? Ben non, mais, très content. J'espère vous avoir apporté de la valeur ajoutée et Benoît de même. En tout cas, très content d'avoir fait ce webinaire et peut-être un suivant pour la méthode AIDA. Alors. Merci beaucoup, Alexis, pour la préparation, parce que tout le mérite t'en revient. Si vous voulez prolonger les échanges, les adresses mail d'Alexis et de moi, n'hésitez pas. On adore recevoir des mails entrants, n'est-ce pas, Alexis? Oui, tout à fait. Bon, merci à tous, une très bonne journée à tous et à bientôt peut-être sur d'autres formats. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée.